J'avais pas d'argent, très, très modeste comme Sona. Mais on avait des grands, grands rêves. Puis, quand on a commencé à lire, par comprendre, puis à voir la mécanique, on s'est dit, wow, l'immobilier, c'est extraordinaire. Puis, on est déjà bon dans la vente. Par rapport à ce qu'on fait, on fait pas énormément de revenus. Fait qu'imagine si on est capable de vendre des choses à 1 million de dollars, à 2 millions, puis à 3 millions de dollars, c'est que l'argent qu'on peut faire. Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier chez PMNL. Aujourd'hui, pour notre prochain épisode de Tout Terrain, on reçoit quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter, Monsieur Patrice Ménard, fondateur de PMNL. Bonjour Patrice. Salut Sophia. Merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps de venir participer au podcast de Réseau Terrain et PMNL. Donc aujourd'hui, on te reçoit comme un invité spécial. On va vouloir entendre surtout ton point de vue, ton opinion actuelle sur le marché du terrain, le développement, le grand besoin de logement actuel au Québec. Et avant qu'on parle de ça, on aimerait savoir un petit peu ton histoire, malgré que beaucoup de monde la connaisse, mais c'est toujours très important de parler du parcours de chaque personne, surtout une personne emblématique. Pour toi, je pense que tu es un exemple actuellement pour beaucoup de personnes dans le milieu de l'immobilier. Puis Patrice, avant l'immobilier, c'était qui? Ben, premièrement, merci Sophia. Merci de l'invitation. Puis je veux juste faire un petit party sur le fait que je suis excessivement fier de la collaboration entre Réseau Terrain puis PMML. Je pense que c'est vraiment un beau partenariat où est-ce qu'on est capable de créer de la valeur encore une fois pour l'auditoire. Tu as fait ça. J'ai vu plusieurs entrevues que tu as fait depuis le début. Puis je suis vraiment fier de toi, Sophia. Je t'ai vu commencer chez PMML. Puis et la progression que tu as eue dans les dernières années, puis sans dire de nom, je vois les deals que tu es en train de faire présentement avec les gros joueurs de l'immobilier au Québec. Puis la façon que tu deals ça, en tout cas, juste te dire un bravo, puis félicitations, puis bien sûr d'avoir aussi réussi à faire ce partenariat avec Réseau Terrain. Je suis très content. Les gens ne peut-être réalisent pas, mais 17% des volume de PML présentement est fait avec du terrain ou des propriétés en redéveloppement. Donc, c'est quand même une pièce qui est super importante pour nous. Bien, merci Patrice. Je pense que l'équipe de Réseau Terrain est très, très fière aussi de ce partenariat avec nous autres. Ils ont d'ailleurs travaillé très, très fort au cours de tout l'été. Fait que c'était des tournages qui ont été faits très intensifs. Puis là, on arrive à toi. Fait que avant de parler de tout ce qui est terrain et tout ça, malgré c'est le bœuf vif du sujet, mais Patrice, avant l'immobilier, c'était quoi? C'était quoi ta vie? Comment tu voyais ton futur? Parce que tu es un visionnaire. Hein? Ouais. En fait, oui. Puis premièrement, là, juste pour mentionner que Patrice et Sana, bien sûr, on est cofondateurs de PMML. Sana est avec moi depuis le début. On a travaillé ensemble. Fait que oui, j'ai la vision, mais ça prenait quelqu'un aussi pour mettre tout ça ensemble. Puis je pense que Sana a fait une job extraordinaire. Vraiment une femme extraordinaire qui a une éthique de travail incroyable. Et bien sûr que tout le monde l'apprécie, fait que ça l'aide beaucoup. Mais avant l'immobilier, Sana et moi, on s'est rencontrés à l'université. On a commencé à développer une business ensemble qui était dans la vente. C'était du marketing de réseau, dans le fond, qui est la vente. Puis on a tout appris à partir du marketing de réseau. On a fait énormément de formations. Et puis, c'est des systèmes où est-ce que c'est 100% commission. Fait que t'as pas le choix. Si tu veux survivre, faut que tu vendes. Fait que ça nous a vraiment appris beaucoup. Comment avoir, bien sûr, des techniques avec les gens, des people skills, d'être capable de manœuvrer, de bâtir des équipes. Puis, quand tu regardes aujourd'hui en 2024, je commence beaucoup à connecter toutes connect the dots, connecter tous les points dans le passé. Puis, ce qui est fantastique avec la vie, c'est que quand tu le fais, tu ne réalises pas pourquoi tu le fais souvent. Puis des fois, on est comme découragé, comme tout le monde. Puis à un moment donné, tu arrives dans le temps, puis tu dis, OK, c'est pour ça que je passais par là. Puis le marketing de réseau, quand j'y pense aujourd'hui, c'était de la vente. C'était bâtir des équipes. C'était interagir constamment avec des humains. De suivre des paramètres d'une organisation ou d'une industrie. Et c'est facile pour moi aujourd'hui de connecter les dots par rapport à tout ce qu'on a appris là
et qu'on l'a appliqué avec l'immobilier. Et l'immobilier est tellement un véhicule avec un levier extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, PMML, bon, c'est rendu PMML. Mais c'est drôle parce que ça et moi, on se regarde souvent et on se dit, ben ça là, ce qu'on vient de se passer là, on l'a vraiment appris dans le marketing de réseau. Là. On se souvient encore des livres, on appelle ça des cassettes, mais des audios qu'on écoutait. Puis ça fait drôle de revenir en arrière, mais je pense que c'est important, oui. Fait qu'avant l'immobilier, on était dans le marketing de réseau. Par la suite, je suis tombé sur un livre, à cause du marketing de réseau, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Et que Sana, d'ailleurs, m'a introduit. Et puis, j'ai commencé à lire ça. Fait que là, j'étais commencé à être intéressé par l'immobilier, le concept de, tu sais, des doudas versus des revenus passifs, puis ce qui est des bonnes dettes, des mauvaises dettes. Puis par la suite, le deuxième livre, c'était les cadrans. Et ce livre-là a défini définitivement ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit, bon, là, présentement, on était à ce moment-là self-employed. Fait que comment qu'on pouvait faire pour traverser le cadran, pour être business, puis aussi à devenir investisseur. Et bon, aujourd'hui, on est bien fiers de ce qu'on a accompli. Que c'est ça qui a fait le chemin vers PML. Fait qu'en écrivant en lisant ce livre, ça m'a allumé à l'immobilier. J'avais pas d'argent, très, très modeste comme ça. Mais on avait des grands, grands rêves. Puis, quand on a commencé à lire, par comprendre, par voir la mécanique, on s'est dit, wow, l'immobilier, c'est extraordinaire. Puis, on est déjà bon dans la vente. Par rapport à ce qu'on fait, on fait pas énormément de revenus. Fait qu'imagine si on est capable de vendre des choses à 1 million de dollars, à 2 millions, puis à 3 millions de dollars, c'est que l'argent qu'on peut faire. Puis, dans le livre de Rich Dad, parle beaucoup d'investissement immobilier. Fait qu'à ce moment-là, on se dit, OK, on est dans la vente. Fait qu'on va devenir courtier immobilier. En venant courtier immobilier, mais le premier créneau qui nous a intéressés, c'était l'investissement. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à faire de l'investissement immobilier. Travailler ciblé dans le courtage immobilier qui a rapport avec l'investissement. À cause de Robert Kiyosaki, qui est un de mes 4 mentors. C'est incroyable. Puis tout ça, en fait, ça part de rêve, Patrice. Ce que tu es en train de dire, c'est que t'as pas prévu, t'as pas planifié. T'as rêvé, puis tes rêves ont planifié pour toi. Exactement. Quand on dit que les rêves planifiés pour moi, j'aime ce que tu viens de dire parce que, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai rien planifié. OK? À un moment donné, les rêves sont tellement grands que tu fais ce qu'il y a à faire. Et oui, tu planifies ton prochain move, le prochain trimestre, qu'est-ce que tu t'en vas. Puis surtout aujourd'hui, avec la grandeur d'entreprise, on n'a pas le choix de prédire, de prévoir un peu ce qui s'en vient. Mais jamais j'avais pensé qu'un jour PMML ferait, que ça se ramènerait aussi gros. Et on a commencé le multilogement. Et quand j'ai commencé, j'avais aucune idée, c'était pas planifié. Un jour, je vais faire du courtage hypothécaire puis devenir la plus grande boîte de courtage hypothécaire commercial au Québec. J'avais pas pensé à ça. Mais tiens, à un moment donné, c'est que ça arrive, l'opportunité est là, tu saisis l'opportunité. Un jour, j'avais pas pensé qu'on ferait d'autre chose que du multilogement. Je disais tantôt que 17% de l'inventaire présentement de PML, c'est du terrain ou des immeubles qui sont à repositionner. Puis le multilogement, aujourd'hui, seulement 37-38% de notre volume. Fait que tout le reste, c'est le commercial, l'industriel, le bureau, hôtel, tout représente quand même une bonne partie de la business. Encore là, rien de planifié. C'est qu'à un moment donné, tu tombes sur des bonnes personnes. Puis quand tu tombes sur les bonnes personnes qui sont prêtes à pousser dans une direction, ça peut faire la différence. Puis encore là, je reviens à toi, Sophia. Tu sais, d'avoir quelqu'un comme toi qui est prêt à pousser avec les développeurs, autant dans le terrain que dans la construction et tout ce qui a rapport avec le neuf. Je pense que quand une personne qui est forte dans une organisation, qui est prête à pousser, tu donnes les ressources à cette personne-là. Finalement, ça débloque des marchés que tu pensais pas avoir. 100%. Puis j'aime un petit peu l'optique que tu dis, c'est que tu planifies pas, mais tu t'arranges pour arriver où est-ce que tu voulais aller. Ça, c'est incroyable parce que je pense que c'est ça la force de tous les entrepreneurs. Puis quelqu'un qui est capable de mettre en place une organisation aussi grosse qu'on est actuellement, on n'est pas gêné de le dire, puis même actuellement, un gros cabinet de courtage hypothécaire au Québec, un gros cabinet de courtage immobilier commercial au Québec actuellement. C'est incroyable. T'es parti d'une histoire où est-ce que tu dis que tu faisais de la vente, de réseau, marketing, à ça aujourd'hui. C'est fou. Avec le type d'actifs qu'on travaille actuellement, on touche à tout ce qui est immobilier commercial en ce moment. On n'a pas un type d'actif en commercial qu'on ne touche pas. Et ça, c'est incroyable parce qu'on est capable d'avoir
une équipe diversifiée. Ça, je pense que c'est ça la joie chez PMML, c'est que il y a de tout pour satisfaire tout type de clients. Que ce soit les gros joueurs du Québec, que ce soit les petits joueurs, les moyens joueurs, les gens qui investissent dans des investissements passifs, des investissements risqués, des investissements à redévelopper. On a tous les actifs. Donc ça, c'est aussi incroyable. Puis moi, en tant que courtier immobilier, travailler dans une entreprise comme ça, où est-ce que je sais que je vais pouvoir desservir toute ma clientèle, qu'importe qui ils sont, ça me fait plaisir. Oui. Puis justement, mais encore là, c'est la direction que tu as décidé de prendre. C'est pas quand tu as commencé chez PML, Sophia, tu s'en viens travailler avec nous en courtage, mais voici ton plan. On t'a laissé grandir, tu as expérimenté différents types d'actifs. À un moment donné, tu as dit, OK, je pense qu'il y a une opportunité pour quelqu'un qui veut vraiment pousser. Bien sûr, ça prend une passion, qui aime le terrain, parce que c'est le but du podcast aujourd'hui. Puis, mais en même temps, tu as pris ça, tu as dit, wow, OK, je vois qu'il y a une opportunité présentement. Il n'y a pas vraiment de courtiers au Québec à grande échelle qui ont développé une expertise au niveau du terrain qui peuvent faire la différence dans le transactionnel. Parce qu'il faut pas oublier que les gens qui sont dans le terrain, habituellement, c'est des gens qui sont expérimentés dans l'immobilier. Donc, ce que tu veux, c'est encore là d'emmener de la valeur à ces gens-là qui sont très aguerris souvent. Fait que d'emmener cette valeur-là, il faut vraiment que tu pousses ton niveau de professionnalisme, d'expertise à un autre niveau. Fait que c'est ça. Fait que oui, à un moment donné, c'est que sans planifier, à un moment donné, il y a de quoi qui se passe dans la carrière où tu dis, OK, ça, c'est une belle opportunité, on prend position. PML s'est créé, on a pris une putain d'opportunité. On a dit, bon, en ce moment qu'on a commencé, Sana et moi, à faire, on était juste tous les deux. Aujourd'hui, on est 160. Puis là, on s'en va dans une grosse phase de croissance dans les prochains 2 ans. Et quand on a commencé, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour se démarquer? Il y avait des milliers de courtiers immobiliers résidentiels. Il y avait il y avait des compagnies qui sont dans le commercial, surtout des grosses multinationales. Puis, on regardait le marché, ce qu'on appelle le marché mid-market, on va le dire en anglais comme ça, où est-ce que les propriétés entre 2 et 10 millions, c'était un marché qui était sous-exploité, qui n'était pas organisé, que personne vraiment avait pris sa place. Donc, tu sais, c'est important dans la vie, à un moment donné que tu arrives à quelque part, tu ne sais pas exactement, mais là, tu vois qu'il y a une opportunité. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence pour Sana et moi, c'est qu'on n'a jamais hésité à prendre l'opportunité, à sauter sur une occasion au moment. Puis ça, il y a beaucoup d'investisseurs en ce moment qui nous écoutent, qui vont comprendre ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, tu regardes, tu cherches, à un moment donné, l'occasion se présente. Puis la différence, c'est quand tu sais ce que tu veux, tu sais que tu as confiance en toi, tu sautes dessus. Et combien d'investisseurs qui nous écoutent présentement encore, qui ont vu les opportunités, qui ont décelé l'opportunité, mais qui n'avaient pas la confiance nécessaire pour jumper sur l'opportunité, sur le terrain puis là, aujourd'hui, ils regardent ça, oh my God, ils regardent, tu sais, comme des 242 logements qui viennent de se construire sur le morceau de terre qui avaient la chance de se mettre la main dessus. Et de voir qu'à ce moment-là, il y avait un zonage X, puis aujourd'hui, le zonage a fait 10X, OK, par rapport à la possibilité de construire. Mais ça, de saisir ces opportunités-là était encore là qu'a défini PMML. Parce qu'à ce moment-là, Sana et moi, on a dit, OK, c'est quoi? On va développer une entreprise qui va donner la qualité, le service d'une multinationale à une clientèle d'investisseurs de mid-market. Donc, où est-ce que tu avais des courtiers résidentiels de temps en temps qui s'aventuraient dans le mid-market, puis tu avais des multinationales, quand il manquait de business, qui descendaient un petit peu dans le mid-market. Puis par la force des choses, on a attaqué, aujourd'hui, on domine littéralement ce marché-là. Là, on parle, ça dépend des régions, mais entre 15, 20, et même des régions qu'on voit jusqu'à 30% des transactions. Puis de servir ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que les joueurs de mid-market, qu'on a commencé à travailler avec eux, là, 12 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans, aujourd'hui, c'est des gros joueurs au Québec. Et des plus gros propriétaires privés au Québec aujourd'hui, sans nécessairement que ce soit institutionnel, c'est tous des gens qu'on a connus en développant les relations dans le mid-market. Fait qu'on a pris cette opportunité-là, on a grandi avec eux. Puis aujourd'hui, on est fiers parce que oui, PMML, la majorité de son inventaire est dans le mid-market, mais il n'y a personne qui a autant d'immeubles que nous en vente au Québec de plus de 10 millions ou de terrains de plus de 10 millions. Fait que, mais oui, l'ensemble de nos immeubles sont entre 2 et 10. Mais la réalité, c'est qu'il y a personne qui en a aussi autant que nous dans les 10 millions et plus. Fait que c'est sûr qu'on est, cette question de perception,
Ça, c'est mon défi des prochaines années, d'être capable de démontrer qu'on est capable de faire des transactions de 20, 30, 40, 50, 60 millions. Puis, en même temps, de garder le cash flow et toute la business et de servir les investisseurs du mid-market qui, eux, vont grandir puis dans 5 ans, 10 ans, vont être les joueurs du capital market. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est incroyable parce que, comme tu as parlé un peu des gens qui sont actuellement des gros joueurs, où est-ce qu'on les a vus grandir pendant les dernières années, c'était de la clientèle du mid-market. Aujourd'hui, c'est une clientèle du capital market. Mais faut pas oublier que la clientèle actuelle du mid-market va aussi devenir notre prochaine clientèle. Exactement. Puis on veut avoir l'inventaire pour eux quand ils vont être prêts. Puis on veut avoir les services, l'expertise déjà en place. Ça, c'est intéressant parce que ça revient à ce que moi j'ai comme discours. Ici, on a de tout pour tout le monde. Qu'importe le type d'investisseur, puis c'est ça qui fait notre diversité actuellement sur le marché. La prochaine question m'amène, Patrice. Avec tout ça, avec PMML aujourd'hui, les équipes, toute la famille PMML, parce qu'on est quand même plus d'une centaine. Moi, ma question que je me suis toujours posée, c'est comment tu fais pour motiver autant de monde en même temps? Parce que c'est fou. Ici, là, juste pour vous le dire, que vous parliez à quelqu'un qui travaille dans l'équipe administrative ou un courtier, on pense pareil. On est motivé pareil. Ils font pas de prospection à l'administration, mais ils ont la même drive que nous, les courtiers. Comment tu fais ça? En fait, c'est une bonne question, puis justement, la réponse, ça semble bizarre, mais la réponse, c'est que je le fais pas. J'ai pas à motiver les gens. Je suis prêt à inspirer, à être un leader, à assumer mon leadership, OK? Mais ce que j'aime, c'est que j'ai pas besoin, Sophia, de te motiver à te lever du lit le matin, OK? Et à partir du moment que tu commences, que tu deviens à essayer de motiver tout le monde alentour de toi, c'est difficile de grandir. Mais si tu vas chercher des gens qui ont eux-mêmes une intention précise le matin, avec un plan précis dans leur journée, ensuite, ce que tu fais en tant que leader, c'est que tu fais de la stratégie, tu rediriges un petit peu, tu conseilles, mais c'est tout du monde allumé, là. Et je pense que c'est ça qui est le secret d'une organisation, c'est ça qui fait que PML aujourd'hui a autant de succès, c'est que on a toute une mission interne, peu importe la mission, peu importe les objectifs de revenus qu'on a. Je pense que chacun a son bout de chemin. Fait que l'idée dans tout ça, c'est que de trouver du monde qui n'ont pas besoin d'être motivés. C'est bon. Gardez ça en note. Tu sais qu'il n'y a pas de clé. J'ai posé cette question à d'autres invités, puis la réponse venait souvent de dire qu'ils étaient proches de leurs employés, proches de leurs équipes, proches des collaborateurs. Puis j'aime ta vision qui est différente. C'est que toi, tu le fais pas. Tu trouves les personnes qui ont déjà une motivation, puis tu nourris la motivation. Puis il y a une chose qui est très importante. C'est vrai ce que Patrice a dit parce qu'il nous appelle pas le matin pour qu'on se lève, puis il nous force à rien faire, puis il nous talonne pas. Mais on a une envie naturelle parce qu'on est une collectivité. Puis si tu vois là, le monde, là, juste avant le podcast, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, Sophia, comment tu fais pour avoir cette énergie-là? Là? Juste là, il y a 15 minutes, j'ai dit, j'aime ce que je fais. C'est ça qui me fait emmener où est-ce que je suis aujourd'hui, puis que ça me dérange pas de travailler à minuit, ça me dérange pas de me lever à 6 heures. C'est ce que j'aime faire. Je pense que ça, c'est important parce que dans l'ère où est-ce qu'on s'en va avec l'intelligence artificielle, puis même elle est très présente là-dedans. Hier, on a assisté, moi et Sana, à une conférence à la BDO. Et on a eu 3 panels. Un panel sur de la Banque du Canada, la BDC qui a présenté. Le deuxième panel était sur l'intelligence artificielle. C'était extraordinaire comme information qu'on a reçue. Mais moi puis Sana, on s'est regardé puis on a dit, on sait déjà tout ça. Là, j'ai dit à Sana, c'est pas la conférence qui était pas intéressante. Puis au contraire, on a appris beaucoup. C'est nous qui sommes croyants. Je pense que c'est important d'assumer son leadership. Pour faire un peu de chemin ce que tu viens de dire. Oui, je suis très, très proche des gens. Okay? Mais je sais que la meilleure chose que je peux faire pour Sophia, c'est moi-même me dépasser. Et des fois, le non-verbal et les gestes que tu as, tu sais, on dit souvent que les mots sont importants, mais les gestes sont encore plus importants. C'est comment tu réagis dans la vie, comment les gens t'observent beaucoup. Et qu'avec tous les défis que PML a dans sa croissance, la façon que je réagis aux problèmes, je pense comme ça indirectement que je peux motiver.
beaucoup de monde. Puis maintenant, par la suite, par rapport au AI, par rapport à tout ça, mais je pense encore là, c'est toujours d'être... Tu sais, il y a des faits dans une société où est-ce que tu le sais que ça s'en va dans une direction. Et c'est drôle parce que dernièrement, comme je suis là à Nicolas Héré, où est-ce que j'avais un podcast avec lui, il y a 2 semaines. Et on commence à parler de la vision, puis c'est quoi être un visionnaire. Puis un moment donné, ma réponse à Nick était de pousser sa curiosité assez fort pour qu'à un moment donné, tu ailles plus loin que juste l'information qui est circulée vers toi. Puis ensuite, d'essayer de comprendre bien en détail ce qui s'en vient. Puis là, ben, par la force des choses, tu es une personne d'action, tu vas agir là-dessus. Puis là, les gens, après ça, vont dire, ah, c'est visionnaire, c'est incroyable. Mais non, c'est juste qu'à un moment donné, c'est quand l'AI, c'est quelque chose qui va se passer, que Patrice, Sophia soient là ou pas, là. Que PML existe ou pas, le AI s'en vient. Peu importe ce qu'on pense, ça va prendre autant de place et d'une façon excessivement plus rapide que l'Internet a pris dans notre vie. Et donc, 2 choix. De le résister ou de l'embrasser. Et à partir du moment que, encore là, j'ai pas un plan précis pour le AI dans les 5 prochaines années. Je sais à peu près ce que je vais arriver comme objectif pour créer de la valeur aux clients. Mais il y a personne qui peut prédire ce qui s'en vient. C'est juste que quand tu es dans la parade, et non pas tu la regardes passer, quand tu es dedans, ben, tu t'ajustes, tu cours avec, tu vas au même rythme, tu apprends des choses, tu ralentis. Enfin, tu vas être en avant de la parade, des fois, tu vas être un peu plus en arrière, mais tu es dedans. Et ça, c'est tellement important. Puis je vais faire un parallèle par ça encore là aux investisseurs. Les plus beaux deals, là, on vient de les voir passer dans les 2 dernières années. Où est-ce que des gens, malgré des conditions de marché complètement difficiles, il y a des gens qui se sont sortis du marché puis ont gardé la parade passer. Il y en a d'autres qui ont dit, nous autres, on va embarquer dans la parade, on va juste être très, très prudents, mais on va embarquer quand même, on va essayer de faire des moves. Et finalement, lorsqu'on a regardé la parade, pour continuer ce jeu de mots-là, il y avait plus beaucoup de grand monde dans la parade. Mais la réalité, c'est que là, il y avait une mer d'opportunités pour ces gens-là. Parce que plus personne ne voulait y aller. C'est des gens qui ont été prudents, mais qui ont même fait des très belles transactions. Ils ont acheté où est-ce qu'il y était peu de monde à cogner à la porte des propriétaires. Il y a eu des structures de financement qui ont été faites par les propriétaires, et spécialement dans les immeubles à repositionner, parce qu'on le sait, lorsqu'on parle de terrain, lorsqu'on parle de repositionnement ou de développement, un des facteurs les plus importants, c'est le temps. Et à partir du moment que la structure financière te permet de perdurer et d'attendre et d'être patient, c'est là que se font les meilleurs deals. 100%. 100% ça. On va en parler dans la conférence de la semaine prochaine. Il faut que tous les acteurs d'une transaction dans le terrain puissent comprendre cette notion. Parce que la clé du succès d'une transaction terrain, c'est le temps. C'est pas l'argent, c'est pas la négociation, c'est pas des coups de coude, c'est le temps. C'est vraiment ça. Plus on comprend ce challenge-là, plus on a des transactions réussies. Et les plus belles transactions sont ceux qui se font avec patience, avec des due diligence bien faites, parce qu'on comprend exactement les paramètres avec lesquels on doit travailler. Puis, pour revenir un petit peu vers la parade, là, on embarque dans le vif du sujet, le terrain. Le terrain, dans les 2 dernières années, on n'a pas vu beaucoup d'investisseurs investir dans le marché du terrain. On a vu, puis c'est toujours aussi populaire, le multilogement, ça a été le moteur des investisseurs depuis plusieurs décennies passées. Puis le terrain, c'était quelque chose qu'on laissait aux professionnels du terrain. On laissait ça à des développeurs. Ben, 2022-2023, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand les taux d'intérêt ont commencé à monter, que le marché a commencé à devenir très difficile pour plusieurs, ceux qui sont embarqués, comme tu as dit, dans la parade, ils ont fait des transactions, ils ont amené à terme des projets, ils ont développé des sites, ils n'ont pas arrêté. Qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, en fin 2024, où est-ce qu'on est dans un marché qui se remet en place, qui recommence à être viable et intéressant, ben, ceux qui ont travaillé pendant 2022, 2023, 2024 à développer, ils ont des projets prêts à bâtir. Pendant que j'ai des clients qui ont des projets, qui ont mis en stand-by depuis 2022, ils veulent les mettre en vente aujourd'hui. Le projet fait plus de sens. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, le marché a changé. Ça, c'est très important, puis j'aimerais ça avoir ta vision là-dessus. Moi, j'ai toujours pensé que quand tu mets un terrain à vendre et que tu as un projet dessus, c'est-à-dire que tu mets un terrain
avec une vision, des plans préliminaires où est-ce que tu penses, mettons, mettre 175 logements, puis que tu travailles, tu peaufines ton projet, tu n'as pas beaucoup de temps pour le vendre. Parce que si tu prends trop de temps pour le mettre en vente, il y a des paramètres dans le marché qui vont changer, des zonages qui vont changer, des limitations qui vont changer, des réglementations qui vont changer. Puis, si tu prends trop de temps, parce que j'ai beaucoup de gens qui me le disent, ouais, mais je vais le vendre tout seul. Fait qu'ils s'essayent, ils essayent d'approcher des gens, de pouvoir vendre le projet seul. Quand le projet, finalement, il n'a pas été vendu, c'est là qu'ils commencent à nous parler. Puis, ils prennent un peu plus de temps à prendre la décision. Ils mettent en vente ensuite avec le courtier. Ils ont un prix en tête qui est souvent un peu irréaliste, surtout dans le terrain à développer, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Fait qu'ils savent pas, est-ce que le projet que j'ai mis était assez optimisé? Est-ce qu'il était bon? Est-ce que mon prix est trop haut? Puis ils prennent du temps à devenir réellement motivés à une vente. Pendant tout ce temps-là, il y a du temps qui passe. Puis on arrive avec des projets qui font plus de sens aujourd'hui. Je donne un exemple où est-ce qu'on a eu, mettons, un projet en vente pour faire un projet en briques et bois pour 400 logements. Pendant 1 an et demi, le vendeur a drivé le projet, il voulait monter le projet tout seul. Finalement, je l'ai eu à vendre et le projet n'a pas été vendu. Pourquoi? Parce que le zonage avait changé. Et le zonage, maintenant, permettait la haute densité de 6 étages et plus. Fait que les plans, les développements, tout ce qui a été fait, à poubelle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, t'as dit beaucoup de choses en ce moment, puis j'essaie peut-être par rapport à ce que tu viens de dire en terminant, c'est que ce que j'entends, ce que tu dis, Sophia, c'est vraiment, OK, il y a des fenêtres d'opportunité, OK? Présentement, au Québec, là, premièrement, pour le terrain, il me dit que les gens, présentement, démontrent un peu plus d'intérêt, mais tout multilogement qu'il y a au Québec en construction a commencé par une transaction de terrain. Et ça, c'est important de comprendre cette mécanique-là. Et tout est là, et c'est à partir du prix au pied carré que tu vas payer, que tu vas voir ensuite l'upside ou qu'est-ce que tu vas pouvoir construire. Fait que le prix au pied carré, encore là, prix au pied carré, il faut pas juste se fier à ça. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux créer comme valeur, qu'est-ce que tu peux changer comme zonage, comment tu peux le densifier. Il y a des gens qui font juste ces 2 points-là, ils réussissent très bien à avoir des succès énormes. On parle de l'exemple de Luc Poirier, où est-ce qu'il est capable d'acheter, de changer de zonage, de repositionner, puis de revendre. D'un autre côté aussi, après ça, bien sûr, tombe par la suite. Et quand on parle des 2 premiers segments, on parle, là, il y a des horizons de temps là-dedans qui arrivent. Mais en même temps, il y a moins de paramètres de marché. C'est-à-dire que tu as un prix au pied carré, et ensuite une transformation par rapport au zonage, par rapport à ce que tu peux construire. Et là, tu reverses en arrière pour aller chercher combien ça revient au pied au carré construisible. OK? Et là, c'est fun parce que chez PME, tu vas faire des calculs là-dessus pour venir en arrière sur les transactions de terrain qu'il y a eu il y a 3-4 ans par rapport à ce qui est construit aujourd'hui. On va sortir des statistiques quand même intéressantes. Donc, fait que ces 2 fenêtres-là, pour moi, sont pas si pires parce que le temps, si tu es patient, ça va fonctionner. Où est-ce que ça devient compliqué? C'est quand tu commences à rentrer dans le développement et dans la construction. Où est-ce que les fenêtres, fait que oui, au Québec, on a une fenêtre d'opportunité pour les 5 à 10 prochaines années par rapport au développement. Exemple, de multirésidentiel, OK? Ou par rapport au manque de logements au Québec, c'est énorme, on est en train de frapper un mur. Je pense que personne qui les réalise vraiment encore. Ou les gens se ferment les yeux, tout simplement. Fait que, tu sais, c'est très simpliste de dire, hey, il y a un manque de logement, on va acheter du terrain puis on va construire. Parce qu'après ça, de payer le bon prix au pied carré. 2, d'être capable de faire la transformation. 3, d'être capable ensuite de construire avec les bons coûts de construction, tout ce qui vient avec. Parce qu'on le sait, là, on remarque que, il y a 2 ans, il n'y avait plus rien qui se construisait. Pourquoi? Les terrains étaient déjà achetés, les repositionnements étaient faits, mais les pro-formats avec les taux d'intérêt qui avaient monté d'une façon importante ne fonctionnaient pas. Fait que les gens qui avaient vraiment du vieux terrain, qui appellent des gens des terrains qui avaient acheté très longtemps, on peut continuer peut-être à performer. Fait que là, aujourd'hui, c'est là qu'on voit qu'il y a un creux qui s'est fait au niveau de la construction parce qu'on avait atteint 35-40 000 constructions de nouveaux logements. Et là, ça a baissé dans les 2 dernières années ça doit remonter à plus de 100 000 pour se faire la demande. Et quand on regarde ça, c'est là que ça devient important la question de timing. Et en ce moment, quelqu'un et encore là, l'idéal pour un vrai joueur va avoir plusieurs terrains et ensuite c'est un jeu d'échecs.
savoir où est-ce que c'est le temps, quelle municipalité. Cette semaine, Sophia, on faisait un mastermind des courtiers PML, puis tu avais emmené, en fait, c'est la semaine passée, tu avais emmené tous des paramètres que les gens n'avaient pas prévus. C'est que les gens avaient tout bien fait leur travail, tous les zonages sont, t'es super content d'avoir réussi à dézoner puis à pouvoir être capable de construire, de chercher de l'identification dans le terrain. Mais, c'est un problème majeur au Québec, les infrastructures. OK? En ce moment, exemple, dans l'Ouest, on est en train de construire un super hôpital à Vaudreuil, très grand hôpital. Et là, à cause de ça, bien sûr, il n'y a plus de place, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus au niveau des de construction. Donc, à ce moment-là, c'est un autre paramètre qui est important. Fait que quand tu sautes le côté du développement, puis tu commences à vouloir construire, à développer, c'est tous ces paramètres-là. Fait que là, tu as le paramètre des infrastructures, tu as le paramètre de financement. Ensuite de ça, c'est pas juste de construire. Qu'est-ce que le client, en bout de ligne, le client de nos clients, c'est-à-dire les locataires, si c'est dans le multilocatif, c'est quoi qu'ils ont vraiment besoin? Est-ce que présentement, il y a vraiment une pénurie de logements dans les immeubles, dans les logements de 2500, 3000 $? Ou est-ce que la demande est là ou il y a une pénurie, là? Une différence entre les deux? 100%. OK? Donc, là, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que, là, tu le vois, là, t'as des TOD qui se portent, et là, ça commence à pousser. Fait que là, automatiquement, les prix sont à la hausse. Mais, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que le problème de pénurie, tout ce qu'on entend comme langage dans le marché ou comme presse dans le marché, c'est qu'il manque de logements. Mais le manque de logements, c'est pour des logements à 1500. Oui, il en manque aussi dans le neuf, puis à un moment donné, les gens ils vont répartir la portion de leur budget plus vers le logement qui vont rattraper le reste du Canada. Mais la réalité, c'est que des logements à 1500, on n'a pas encore trouvé la solution. Ils n'ont plus à 1700. Puis c'est très difficile. Alors que 1700 personnes seules au Québec avec un salaire moyen, ça devient compliqué là. OK? Donc c'est ça en ce moment qui est l'opportunité. Fait que selon moi, dans les prochaines années, les gens qui vont réussir à ficeler, parce que c'est impossible de faire marcher sur un proforma, les gens qui vont réussir à ficeler la ville, leur projet, la demande d'un secteur, tous les intervenants alentours par rapport aux fiscalités vont réussir à faire beaucoup d'argent. Mais encore là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a certaines villes qui ont commencé à donner des très bons incitatifs pour construire, mais la majorité en ce moment n'a pas trouvé la solution. Fait que oui, il y a un manque de logement, mais c'est pas juste de construire. Il faut trouver comment les construire des logements à 1500, 1700 $. Ce qui est très difficile présentement. 100%. Sauf que il y a des développeurs qui arrivent à se démarquer malgré tout. Et la difficulté que tu viens de parler, puis c'est la difficulté de tous les constructeurs actuellement, parce que les chiffres fonctionnent pas. Il y a des joueurs qui ont réussi à se démarquer à travers tout ça, qui ont commencé à penser à des projets différents. Des projets avec des services sur place qui peuvent générer du revenu additionnel, ou est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher quand même le revenu locatif résidentiel. C'est là que je m'en vais, c'est les nouveaux projets où est-ce qu'on voit de plus en plus de villes qui exigent ça, surtout dans les régions TOD, des multirésidentiels à haute densité, avec commerce, c'est-à-dire semi-commercial. On est en train de voir ça. Et ça aide énormément les constructeurs à aller pallier un petit peu les loyers un peu plus bas, garantir le moins de vacances possible, mais avoir un revenu un peu diversifié. C'est sûr que ça, c'est un produit qui s'en va pendant les 10 prochaines années devenir le produit. Parce qu'on est en train de le voir, j'ai fait une évaluation récemment pour un projet de 4000 portes dans une région TOD. C'est exactement ce que la ville veut. Elle veut aucun bâtiment qui n'aura pas de commerce au rez-de-chaussée. Et ça veut dire que on va créer des nouveaux milieux pour les locataires. L'ère de la construction, l'ère du terrain où est-ce qu'on s'en va, ce sera plus je vais me louer un appart. Non, ça va être les gens vont aller dans ces milieux-là parce que ils vont aimer vivre là, ils vont avoir des milieux de vie. Il y
Il y a des gens qui veulent avoir des salles de conférence, des bureaux, des jardins, des centres de congrès. Aujourd'hui, on est en train de voir ce nouveau type d'immeuble pousser, puis on l'a vu avec Annie Lemieux. On lui a posé la question, on lui a dit, Annie, avec la difficulté actuelle, comment la SRGSDEV continue à passer quand même? Sa réponse, c'était ça, Patrice. C'était que pour elle, elle cherchait pas à créer uniquement du profit. Elle voulait se rapprocher des gens, se rapprocher de ses clients, puis de dire qu'est-ce qu'ils ont besoin pour qu'ils viennent habiter chez nous. Quand que je vais construire l'immeuble, qu'est-ce qui manque dans ce secteur-là? Puis moi, je trouve que ces constructeurs qui ont continué à opérer pendant ces 2 années, qui vont continuer à opérer pendant les prochaines années, c'est ceux qui vont réussir à comprendre ce paramètre. Comment pouvoir donner des logements abordables sans que ce soit des logements qui soient aussi des logements pas intéressants. Parce qu'on l'a vu dans le passé, ça aussi. Exactement, mais ça prend plus que le constructeur. Puis, tu sais, tu parles d'Annie Lemieux qui a bien sûr est très présente, puis ça arrive sud de Montréal. Puis, hier, j'étais à la Chambre de commerce d'industrie de Rive-Sud. J'étais conférencier ou panéliste, en fait, là-bas. Puis, j'expliquais justement, c'est que pour revenir à l'opportunité d'affaires dans le terrain, c'est qu'en ce moment, il faut suivre aussi en tant qu'investisseur, en tant que promoteur, en tant que développeur, en tant que constructeur, il faut aller où est-ce que les gens vont être capables. Fait que ça, tu t'identifies, fait que tu peux te démarquer un petit peu, OK, en ce moment, c'est-tu un marché qui est porteur? Parce que tu as bien beau avoir un beau terrain au bon prix, mais si le marché ne supporte pas ce que tu veux. Fait que des gens comme Annie Lemieux, des gens qu'on regarde entre autres à Prével, on regarde entre autres Carbone Léo, ça arrive sud présentement, je pense à eux, Devinco. Où est-ce qu'ils ont créé leur milieu de vie pour être capable de rentabiliser un prix au pied carré? Donc, les gens, c'est pas seulement le loyer, mais ils achètent aussi le quartier. Okay? Et c'est exactement ce que tu viens de résumer, Sophia. Donc, c'est quoi le niveau de sophistication que ça te prend, OK, en tant que promoteur, en tant que développeur, pour pouvoir créer tout ça. Fait que c'est plus juste de bâtir une boîte carrée, là. Tu sais, faut que tu crées un milieu de vie. Puis, de choisir l'endroit aussi. Parce que, encore là, on regarde très bien encore que la Rive-Sud. Et moi, je crois beaucoup à la Rive-Sud par rapport aux derniers moves qu'ils ont fait. Pourquoi? Un des premiers moves qu'ils ont fait, ça fait exactement 12 ans, en 2012, ils ont construit le fameux pont qui relie le pont de l'autoroute 30 qui relie jusqu'à Beauharnois. Et là, 12 ans après la construction de ce pont, le boom immobilier de construction qu'il y a eu dans la région de Châteauguay, Beauharnois, elle est tout simplement impressionnante. Donc, on oublie souvent que l'immobilier est physique. C'est physique de l'immobilier. Puis oui, on aime bien les haies, là, mais la réalité, c'est qu'il y a un fleuve au Québec. La réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'économiquement, si on veut construire et être capable si on veut construire et être capable de louer à certains prix, il faut qu'il y ait une santé économique dans un secteur pour que les gens qui travaillent là puissent avoir des bons salaires, des bonnes industries en santé qui peuvent payer les bons loyers. Donc, on regarde la Rive-Sud encore là. Le pont, donc transport routier. 2, on va parler de l'aéroport de Saint-Hubert, qui en ce moment est en train de se redéfinir. Puis, l'aéroport de Saint-Hubert devient important. Avant-hier, j'étais à Gatineau. Je revenais de Gatineau par le 50, au bureau de Gatineau, tu vois les courtiers, on revient, moi puis Sonon était à 50, on arrive à Mirabel. Et là, je sais pas si tu as passé ça à 50 présentement, à l'ancien aéroport de Mirabel, ou est-ce que c'était l'ancien aéroport public, ou qui ont redéfini, ont repositionné l'aéroport pour le transport. Et quand j'ai passé, je voyais des quand je dis méga, les méga entrepôts. Partout. Et là, imagine la personne, tu sais, les gens qui ont construit, qui ont acheté ces terrains-là, tu sais, c'est incroyable. Puis quand tu regardes les méga entrepôts, ce que tu vois dans le stationnement, c'est pas des autos, c'est des avions cargo. Imagine, là, t'as l'entrepôt, t'as l'avion cargo, puis t'as la piste à côté. Imaginez le edge que ça emmène, OK? Donc, transport routier, les ponts. 2, en plus, sans compter le pont Champlain aussi, que indirectement, c'est moins économique, mais qui permet le REM. Donc,
transport routier, le REM également, transport par les airs. Et ensuite de ça, dernière annonce dans les dernières années, et là, ça devrait se faire, c'est le port de contrecœur maritime. Et qu'à partir du moment que tu as les 3 pôles qui vont nourrir une économie, que l'économie par la suite va mettre des bonnes jobs, qui va permettre à des gens d'aller rester dans les points TOD à des loyers au pied carré quand même très élevés, mais c'est ça créer l'ensemble d'une économie. Puis un investisseur doit voir ces choses-là. Il doit voir que présentement, la Rive-Sud a toute une mer d'opportunités vers le sud et que la Rive-Nord, je dis quand même la Rive-Nord est en santé, mais au nord de la Rive-Nord, il n'y a plus grand-chose. On s'entend? Donc, à un moment donné, c'est de positionner aussi, de savoir où est-ce que s'en va l'économie au Québec, comment positionner, où est-ce qu'on peut construire. Et c'est pas pour rien que présentement, on parle du redéveloppement complet du 10-30, ça va être incroyable tout ce qui va se passer là. On parle encore là de toute la station Panama, ou Prével, Laurence Vincent, là, que je citais tantôt par rapport à la conférencière, il expliquait tout ce qu'ils vont faire là-bas. Ensuite, au niveau du métro Longueuil, l'ancien métro Longueuil, où est-ce que, l'ancien métro Longueuil, mais là, où est-ce que présentement, il y a un repositionnement, une densification qui va se faire juste au pied du pont Jacques-Cartier. Mais ça prend quelque chose de solide. Hier, il y avait aussi à Laval le repositionnement de Laval. Tout ce qui va se faire à Laval en ce moment, c'est impressionnant. J'étais pas là. Amine était là, puis il m'a envoyé quelques vidéos. Et de voir que le Carrefour Laval, avoir toutes ces taux-là poussés dans le stationnement, de voir aussi où ce qu'elle est présentement, le palais de justice et la mairie au niveau de Laval, de voir tout à côté de la carrière, tous les condos qui vont se bâtir là. Donc, tu avais un mapping, tu te dis, OK, en ce moment, comment que tu peux te positionner en tant qu'investisseur pour pouvoir aller suivre le courant des villes? Encore là, un des grands partenaires n'est pas... Le plus grand partenaire d'un investisseur immobilier est la banque. Mais il faut pas oublier que le deuxième partenaire, c'est les municipalités. Puis il faut s'harmoniser, il faut comprendre, il faut voir, il faut être curieux. Tantôt, on parlait de visionnaire. C'est quoi le visionnaire? C'est de comprendre, de curiosité, de savoir exactement qu'est-ce que les villes ont besoin maintenant. Les villes hier, là, la ville de Laval a présenté un projet gigantesque. Puis, si tu es en ligne avec ce qu'ils veulent, tu fais juste bien paraître les politiciens. Donc, il faut avoir des projets qui sont porteurs, qui sont alignés avec la ville, qui sont alignés, bien sûr, financièrement, que les banques vont avancer. Mais à partir du moment que la banque sait que toi, tu veux être un beau projet, puis que la ville s'en va aussi dans cette direction-là, c'est sûr que là, les grosses institutions vont embarquer dans les projets. Et c'est de faire ce maillage-là entre l'investissement, la création de valeur à l'utilisateur, que je disais tantôt, en même temps de créer un courant dans une ville ou de suivre ce qui se passe présentement, par la suite, d'aligner le financement avec ça. C'est un art, mais il y a des gens qui y réussissent parfaitement. C'est important. Puis tous ceux qui comprennent ça, c'est ceux qui continuent à développer. Puis on a entendu beaucoup le discours, les villes suivent pas, les villes arrivent pas à fournir, on a de la difficulté avec les villes. Pourtant, moi, j'ai des clients, Patrice, qui sont super contents d'aller rencontrer les villes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une approche différente. Parce qu'ils vont pas vers la ville en lui imposant un projet. Ils vont vers la ville en demandant qu'est-ce que la ville a besoin. Et c'est ça qui fait que un projet réussit, ou est-ce qu'un investisseur est capable de voir et saisir une opportunité. Parce que si tu as un seul proforma, tu as une seule stratégie que tu veux appliquer partout, dis ça fonctionnera jamais, surtout dans le terrain. Il faut être capable de naviguer et de nager dans une eau qui va être froide, qui va être chaude, qui va être tempérée. C'est ça le marché du terrain. Puis tu as besoin de pouvoir comprendre ces paramètres-là. Actuellement, moi, ce que je suis en train de voir, c'est un marché positif. On l'a souvent entendu, c'est difficile le terrain, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est pas fait pour tout le monde. C'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut aimer le risque, puis il faut aussi aimer être driver parce que, tu sais, j'ai des investisseurs qui me disent « Ouais, mais là, moi, ça me tente pas de vivre ça pendant 3 ans. » Mais ils veulent le fruit de tout ça qui a été fait pendant 2-3 ans sur un terrain. Puis ils veulent le fruit du développement, ils veulent le fruit de la construction. Il faut être capable de vivre à travers toutes ces tempêtes-là. Puis les gens qui ont une intelligence émotionnelle, qui sont capables de comprendre, de se rapprocher des gens et d'amalgamer le continu à développer. Je prends un exemple, Sébastien Galliepi. Sébastien Galliepi, c'est quelqu'un qui approche les villes
avec un art qui est incroyable. Il les écoute, puis en écoutant ce que la ville veut, il crée son projet. Fait que Sébastien, son secret, il nous l'a dit, c'est pas je développe un projet puis je m'en vais voir la ville. Je vais voir la ville puis j'écoute, puis je m'en vais développer une idée que je mets en place. C'est sûr. Parce qu'après ça, quand il frappe un mur, il va dire, ah, mais vous m'aviez dit que c'est ça que vous vouliez. Versus, c'est ça que je voudrais. Exact. OK? Donc, ça fait toute la différence. C'est vraiment important de suivre tout ça. Puis, l'investisseur qui est patient, le développeur qui va être patient va gagner. En ce moment, encore là, une des fenêtres d'opportunité qui est en train de se créer. Faut pas oublier que, comme je disais, que un des plus grands partenaires présentement, c'est aussi les municipalités. Oui. Et la réalité, c'est qu'en ce moment, les élus municipaux, ou même au niveau du gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, en ce moment, oui, les développeurs, promoteurs, toutes les organisations sont revendiquent là, d'avoir plus de vitesse, plus de décisions, plus d'incitatifs. Mais ce qui va être encore plus puissant, et c'est en train de se passer présentement, c'est que la population qui manque de logement, c'est eux qui font l'élection. C'est avec eux. C'est pour ça souvent que les policiers ne comprennent pas des fois leurs décisions, mais il faut pas oublier que c'est des gens qui travaillent souvent pour la prochaine élection. Normal. C'est comme ça dans leur modèle. Et là, en ce moment, là, c'est en train de shifter où est-ce que la population demande des comptes à rendre aux municipalités, au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe avec le logement? Et oui, les propriétaires constructeurs, c'est pas juste maintenant. Et les gens se rendent compte, je pense que la population est en train de se rendre compte que c'est pas juste des développeurs, constructeurs et promoteurs qui cherchent du profit. En ce moment, s'il n'y a pas d'aide du gouvernement, précisément, puis je le dis, du gouvernement provincial, OK, je crois que ça va être difficile les prochaines années. Mais je sais que le gouvernement provincial va avoir énormément de pression de la population pour construire. Cette semaine, il y avait une annonce dans sur les médias, où est-ce qu'ils enlèvent les fameuses tentes sur la rue Notre-Dame à Montréal? Parce que des gens ont fait des camps de fortune. Pour que la ville enlève ça, ils ont besoin d'avoir un plan en arrière pour contrer le fait qu'ils délogent des gens dans des tentes. OK? Parce qu'ils n'ont plus de place, ils n'ont plus les moyens de s'offrir, peu importe, des raisons sociales, parce que c'est une réalité. Fait que je crois en ce moment que ça va shifter. Où est-ce que les municipalités, fait que revenons à ma thèse de départ, que si les investisseurs, les promoteurs, les développeurs sont patients, je crois qu'il y a des belles choses qui vont se passer les prochaines années, puis qu'il y a une belle fenêtre d'opportunité pour les gens qui sont bien positionnés, puis qui encore là réussissent à arrimer un bon achat dans une zone qui est en développement, focuser sur ce que la population de la zone a besoin, le secteur a besoin. Ensuite de ça, d'aller chercher ce que les villes veulent, rendu à 4. Par la suite, d'un coup, tu as tout ça dans tes mains, mais tu vas avoir la banque avec un projet concret. Et je pense que c'est là qu'est le secret du développement dans les prochaines années. Je suis 100% d'accord avec toi, Patrice, parce que c'est les points que tu as abordés, c'est la base. C'est la base. Puis la banque, j'ai aimé que tu l'as mis en 5e. C'est pourquoi? Parce que la plupart des investisseurs voient le financement comme la première des choses. Comment je vais faire pour financer ça? Pense pas à ça. Crée ton projet. Fais ton projet. Si ton projet fait du sens et que tu as déjà amené dans ta poche les 4 autres paramètres, ta banque va suivre. Parce que les banques, ce qui les intéresse, c'est pas de savoir qu'est-ce que toi tu veux faire puis si ça va marcher, si ça va pas marcher. Ils veulent des projets qui sont pistés. C'est ça la clé. Puis si tu arrives avec un projet qui est ficelé de bord en bord, la banque va suivre. On voit même des banques actuellement qui sont en train d'essayer de prendre de la place dans le marché du terrain. Moi, je me suis fait approcher par la Banque nationale, je me suis fait approcher par la Desjardins, qui sont en train d'essayer de comprendre le marché des constructeurs et d'essayer de les aider à avancer. Écoute, on a eu un meeting encore là hier avec une des banques, que je vais pas la nommer, mais ils sont en ils veulent nous rencontrer la semaine prochaine. Bien sûr, en tant que cabinet de courtage hypothécaire, on finance énormément de terrain. Et puis, ils veulent tout redéfinir. Cette banque-là va redéfinir son approche avec des constructeurs et c'est des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des leviers qui vont être intéressants pour que les investisseurs vont pouvoir être utilisés. Puis, faut pas oublier aussi, on parlait du 5e point, les banques,
ça va être important aussi que dans le processus des 4 points précédents, qu'on mette les normes ESG à l'intérieur de ça. Puis que les gens qui ont des projets en plus qui vont être, si vous voulez, durables, OK, ou avec des normes là, intéressantes au niveau de l'environnement, au niveau d'une belle gouvernance, au niveau du projet dans l'ensemble, au niveau social, d'aller chercher ce que le niveau social, ce que les gens ont besoin dans la communauté. Encore là, il y a des banques qui vont avoir des enveloppes spéciales où est-ce que les gens vont réussir à mettre ça. Fait que encore, faut plaire à tout le monde. Fait que c'est ça la vision. C'est faut piquer sa curiosité de comprendre chez quoi les besoins. De comprendre que dans les prochaines années, les banques auront pas le choix, ils vont avoir des enveloppes. Pour eux-mêmes respecter leurs critères ESG, ils vont dire, il faut passer tant de millions avec tel type de projet. C'est vrai. Fait que, encore là, il faut comprendre, c'est quoi? Ça s'en vient. On le sait que ça s'en vient, tout le monde en parle, mais qui a vraiment pris le temps de s'asseoir avec son courtier hypothécaire puis de dire, hey, parle-moi donc un petit peu. Là, je mets tous des courtiers hypothécaires sur le spot de PML, fait que 2 minutes de savoir la réponse si quelqu'un vous appelle. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années par rapport au financement? Par rapport au financement vert qu'ils appellent. Oui. Et qu'est-ce que je dois changer dans mon entreprise pour que les banques puissent me donner ces fameux petits rabais incitatifs ou de financement qui vont faire fonctionner mon projet. Et en même temps, qui va aussi remplir la case ESG de la ville, qui va remplir la case ESG de tel prêteur ou tel développeur. Je pense que à un moment donné, c'est un ensemble. Puis c'est ça les affaires. Faut vraiment prendre tous les parties en place puis être capable de lancer des projets qui vont plaire à tout le monde. 100% d'accord avec toi, Patrice. C'est ça, c'est un tout, hein. En fait, c'est un cercle. Un cercle, puis il y a une chose qu'il faut jamais oublier, je pense que tu l'as dit au début, c'est que tout immeuble construit a déjà été un terrain. Puis si le travail a été fait correctement et bien fait et bien pensé lors de l'acquisition et du développement du terrain, on va avoir des beaux immeubles, on va avoir des immeubles viables, on va avoir des immeubles qui vont continuer à exister pour longtemps. Puis c'est là où est-ce qu'on s'en va. Aujourd'hui, on ne construit plus pour 10, 20 ans, on construit pour 50 ans et plus. On veut des immeubles, on veut des villes qui sont repensées aujourd'hui. Et c'est là où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est là que les normes ESG viennent nous éclairer, puis nous montrer qu'on a besoin de mieux réfléchir à notre façon de développer qu'à notre façon de construire. Parce on revient il y a 50 ans, on construisait pas comme on construit aujourd'hui. On développait pas de la même façon. On n'utilisait pas le pied carré de la même manière. On voyait pas le potentiel de densifier en hauteur. On a longtemps pensé à densifier en étalement et on n'a pas pensé dans ce temps-là que la densification en hauteur va devenir quelque chose qu'on va de plus en plus rechercher. Le nouveau projet, le nouveau schéma d'aménagement de la ville de Laval, c'est l'exemple parfait où est-ce qu'on veut densifier en hauteur parce qu'on veut ralentir l'étalement urbain et en ralentissant l'étalement urbain, on garde les pôles que tu parlais tantôt, les ports, les transports routiers, les services essentiels. Tout ça fait en sorte que c'est un tout qui doit fonctionner ensemble. Maintenant, si on parle un petit peu des transactions dans le terrain, je sais que tu suis pas mal le marché, comment il a évolué dans les dernières années. On voit de plus en plus de transactions de terrain se concrétiser. On voit de plus en plus de grosses transactions de terrain parce que dans le temps, c'était beaucoup plus des gros projets. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de terrains qui se vendent, mais à des gros montants. Maintenant, moi, ma question à travers tout ça, c'est quoi les erreurs que tu vois, Patrice, dans les acquisitions de terrain ou les ventes de terrain? Je vais juste reverse engineering ce qu'on a dit. Les erreurs, elles sont très simples. C'est des gens qui sont pas capables de regarder sur les points importants qu'on a nommés tantôt, les enligner comme il faut. Et c'est cela qui est la grande erreur. C'est que des fois, les gens sont juste alignés sur un prix au pied carré avec comment que je peux construire le moins cher. Et quand c'est pas aligné avec la communauté, avec ce que les banques veulent, ce que la municipalité veut, ça marche pas. C'est ça la plus grande erreur. C'est les gens ont une vision, un tunnel vision, parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Et c'est là qu'on voit en ce moment qu'il y a toute une nouvelle génération d'investisseurs, de promoteurs, de développeurs qui, eux, sont en train de comprendre ça. Donc, en train vraiment de se repositionner puis de regarder comment... Tu sais, on parle de développement durable, de construction durable. Mais c'est important de le faire parce qu'il va arriver dans quelques années, je le sais, les banques
les fameux développements verts ou le financement vert, va faire que l'amortissement va monter beaucoup plus haut que 50 ans. Parce que tu as construit quelque chose de durable. Donc, ça fait plus de sens d'amortir un prêt sur 25 ans, 30 ans. On le sait, là. OK? Donc, c'est là que c'est important. Puis d'être aligné. Tu sais, tu peux pas arriver à Baie-Saint-Paul puis commencer à faire de la densification en hauteur. C'est pas ça. C'est Baie-Saint-Paul, ça me fait mal au cœur de voir ça arriver. À un moment donné, c'est comment qu'on peut enligner le développement à Baie-Saint-Paul qui va s'harmoniser à l'horizontale, mais qui est renouvelable. À un moment donné, c'est juste de bien comprendre. L'erreur que les gens font, c'est pas d'enligner vraiment les besoins des autres partenaires dans le projet que ce qu'eux veulent vraiment. Super. Dans les transactions actuelles de terrain, on en fait vraiment beaucoup en ce moment. Puis, c'est quoi les challenges que tu vois que les acheteurs ont actuellement, transactionnellement parlant? Est-ce que c'est de la difficulté, des ralentissements au niveau des villes? Est-ce que c'est les vendeurs qui ont de la difficulté à comprendre les constructeurs? Parce que moi, je le dis tout le temps, quand je prends un mandat de vendre un terrain, j'explique le processus de l'acheteur au vendeur. Parce que c'est très important. Parce que le vendeur doit comprendre les défis de l'acheteur. Puis les défis de l'acheteur, quand ils vont être résolus, vont amener la vente au vendeur. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe. Tu dirais que la vélocité en ce moment, c'est ce qui est le plus grand bloquant. La vitesse d'exécution. Et au Québec, on a des sérieux problèmes. Parce que une personne qui réussit à aligner tous les partenaires que j'ai parlé tantôt, tout planifié, là, tout bien fait, là. Malgré ça, ça va prendre des années avant que son projet soit terminé. Puis, en février dernier, j'étais à Dubaï avec l'organisation Levic. Et puis, en passant, très bonne organisation pour les constructeurs, les gens qui sont dans le développement. Et on était avec Levic, puis on avait été voir des projets à Dubaï. Et là, on est tombé en bas de notre chaise, la vitesse d'exécution. Puis on a rencontré d'abord un architecte, qui est un Québécois, qui travaille là-bas depuis 20 ans. Et il nous expliquait un peu les processus. Puis à un moment donné, nous, tout bonnement, il demande, tu sais, nous, on a une mentalité de permis puis de longueur. Puis quelqu'un dans la salle qui pose à l'architecte, il dit, écoute, c'est combien de temps, mettons, qu'on achète un terrain ici, là, puis qu'on peut construire, là? La personne avait répondu, ben écoute, si vous respectez la densité et le zonage, ça peut partir, on peut lever l'appel en quelques jours. Donc, ce qu'il nous expliquait aussi, c'est que là-bas, à Dubaï, qui est une nouvelle ville, hein, c'est difficile de se comparer parce que c'est comme, ils ont parti from scratch des 20-25 dernières années. Tu sais, en blanc dire, ils ont quand même, ils ont moins de choses à traîner, OK? Oui. Mais la réalité, ce que le gars disait, c'est que si tu respectes et tout, et habituellement, là-bas, la densification qui est permise, elle est déjà à son maximum. Souvent, l'architecte dit c'est rare qu'on va remplir la densification qui est permise. C'est imaginez le mindset qui est complètement différent. C'est rare qu'on va construire aussi haut qu'on pourrait le faire. C'est rare qu'on va construire, parce qu'à un moment donné, il y a une question aussi d'harmonisation au niveau du paysage. On veut une certaine hauteur. Tu vas être capable de voir le Burj Khalifa de loin. Tu vas être capable, tu sais, un paquet de choses où est-ce que, mais c'est vraiment des choix que les constructeurs font. Donc, quand tu sais que des sociétés présentement, puis encore là, j'étais au MIPIM l'an passé, et je voyais comment que l'Arabie Saoudite, là, tu as Dubaï qui est pas tellement loin, comment aussi en Asie, en Europe de l'Est aussi, surprenant que la vitesse qu'ils vont. Et on voit ces sociétés-là qui construisent d'une façon incroyable, avec une vélocité, avec une prise de décision rapide. Et là, tu regardes ça, tu regardes ici au Québec, puis c'est pas que là-bas c'est parfait, malgré le système scolaire, tout, de la sécurité, c'est vraiment des endroits assez évolués. Le système de santé est un autre niveau aussi. Mais tu sais, je pense que j'échangerais pas ma vie au Québec par rapport à Dubaï, mais ça fait réaliser à quel point qu'on est rendu vraiment, on est vraiment rendu dans la procédure à un autre niveau. Ou est-ce qu'on est trop poussé dans une communauté où est-ce que l'individu peut empêcher de construire un projet parce que ça fait de l'ombre sur son terrain. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des situations que ça peut être vraiment problématique. Et d'un autre côté, tu as
en Chine, où est-ce qu'ils vont dire, peu importe, ils vont envoyer des lettres aux gens, ils vont dire, on rase le quartier, on densifie. Fait qu'il est où entre le communautaire, le communiste et l'individualiste? Comment qu'on peut se positionner entre les deux en respectant, qu'on se respecte socialement, mais qu'on peut construire, mais à une vitesse qui est normale, qui est vite, qu'on mette des cadres, qu'on mette un bureau précis, qu'on sorte un peu de cette structure-là en ce moment, puis de sortir de là un peu, puis de faire des bureaux précis sur les projets de construction, de sortir un peu de l'environnement. J'ai plein d'idées là, que je pourrais changer, mais à un moment donné, il faut changer les choses. Quand tu vas ailleurs, ça fait du bien de voir la vitesse que ça se passe. Puis là, tu te dis, ben mon Dieu, on va être au tiers-monde dans 25 ans ici. Là. À la vitesse que ces gens-là vont. Et quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui, là, une grosse institution, là, comme la Caisse de dépôt, OK, mais des joueurs comme la Caisse de dépôt, si tu vas à Londres, si tu vas en Europe, si tu vas en Asie, si tu vas au Moyen-Orient, il y en a plein de gros joueurs comme ça, là. Où est-ce que ces joueurs vont venir? Ils vont-ils venir au Québec ou ils vont aller à Dubaï? Ils vont aller dans l'Est de l'Europe? Ils vont aller en Arabie Saoudite? Ils vont aller en Asie? Ils vont aller en Amérique du Sud? Parce que à la journée qu'ils mettent de l'argent, le retour sur l'argent revient rapidement. Et c'est ça qu'il faut réaliser en tant que société. Il faut vraiment s'organiser pour être capable que la vélocité au niveau de la construction, mais il faut pas oublier qu'en arrière de la construction, ça prend des gens qui la financent et la vitesse de retour de l'argent est super importante. Ça joue contre nous présentement. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu vois, on en parlait hier dans la conférence. Et moi, il y a un point que j'aime dire dans ce que tu viens, que j'aimerais ajouter dans ce que tu viens de dire, c'est que au Québec, ce que moi j'ai l'impression, c'est qu'on a prôné la décentralisation du pouvoir sans réellement donner le pouvoir. C'est ça qui crée ce ralentissement de productivité. Puis, quand une ville doit passer par 1001 ministères pour donner une approbation sur un projet, c'est là est le problème. La décentralisation du pouvoir, c'était une époque, moi j'ai fait mes bancs à l'Université de l'UQAM, comme toi. Et j'ai fait mes études sur les bancs de l'UQAM, puis on l'entendait. J'ai fait mon bac, c'était décentralisation du pouvoir, décentralisation du pouvoir. On a prôné ça au Québec pendant des années. On a réussi à le faire. Et on a créé un problème. Parce qu'on a décentralisé le pouvoir, mais on n'a pas réellement donné le pouvoir. On a juste créé beaucoup de bureaux de plus, beaucoup d'administrations additionnelles et beaucoup de décisions à prendre. Au lieu que on donne réellement le pouvoir à ces institutions et à ces autorités compétentes. Comment tu pourrais l'appeler autorité compétente si elle n'a pas les compétences de donner une approbation en une semaine? Exact. En tout cas, Sophia, je pense qu'on va se lancer en politique. Oui. Puis on va commencer à avoir des débats publics là-dessus. En fait, c'est ça. C'est un art de bien naviguer dans tout ça. Oui. Je pense que c'est important de bien comprendre tous les aspects, mais surtout de s'harmoniser. Tu peux pas faire des affaires seul. Tu as besoin de beaucoup de partenaires et des gens qui réussissent à s'harmoniser avec tous sont les gens qui vont réussir à lever des projets. Je suis très, très d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu penses des 10 prochaines années? Où tu penses que l'immobilier dans le terrain spécifiquement va s'en aller? Puis comment PMML va pouvoir accompagner cette nouvelle vague qui s'en vient? Très, très bon point. Écoute, je pense que en ce moment, la réalité de ce que je vois là, c'est que tout s'en va vers vraiment des pointeurs là sont hyper importants. Le souci que je vois pour l'investisseur de taille moyenne ou celui qui commence dans le terrain, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile à créer. Tu sais, je pense que ça va être facile, si tu veux, dans les en deuxième couronne, troisième couronne, que c'est toujours une place qui va toujours avoir d'espace. Mais plus qu'on s'en va dans les centres-villes ou en première couronne, je m'excuse, mais ça va être un marché qui va être dominé par quelques joueurs. C'est ce que je pense. On voit, encore là, je reviens à ce que Prével est en train de bâtir, ce que Devinco est en train de bâtir, puis ce qu'ils ont annoncé à Laval sur le Carrefour. Fait que là, tu as Cadillac Fairview, tu as Carboneo, propriétaire du 1030, Carboneo, la Royal Mount, qui vont tout construire des résidentiels alentour. Question de temps. Ils ont réussi à faire des choses d'exceptionnels. Ils ont beaucoup de bâtons dans les roues, mais je pense qu'ils vont réussir à le faire. Ensuite de ça, ce qui va se passer tout ce qui a rapport au métro Longueuil, fait que Panama avec Prével. Donc, tous ces joueurs-là sont positionnés, ont déjà les terrains. Fait que
en ce moment, je regarde à Laval, hier, quand je voyais la présentation, je me dis, OK, un nouveau joueur là-dedans, comment il fait pour s'insérer dans tout ça? C'est déjà des gros REIT qui sont propriétaires des centres d'achat, de Plaza. Il y a la ville qui est aussi propriétaire. Est-ce que la ville va permettre à un joueur moyen de commencer à rentrer? Fait que ça va être un défi pour les investisseurs. Je vous le dis tout de suite. Maintenant, encore là, je crois que où est-ce que tout le monde va, il y a des opportunités, bien sûr, mais est-ce que ou que le focus n'est pas non plus pour avoir d'autres opportunités ailleurs? Fait que je pense que ça va être important pour l'investisseur dans les 10 prochaines années d'aller dénicher, de voir un peu où est-ce qu'une petite densification peut se faire, mais qui est importante. Où est-ce qu'une ville de 50 000 habitants peut dire, nous autres, c'est ça qu'on veut, là, ici. C'est ça qu'on veut construire. De comprendre un peu la philosophie, où est-ce que les villes s'en vont. Parce que c'est sûr que c'est en grande pente quand on parle de Laval, on parle de Brossard, on parle de Montréal. Mais, je suis curieux de savoir est-ce que Granby s'en va. Où est-ce que Saint-Jérôme s'en va. Où est-ce que Vaudreuil s'en va. Où est-ce que Repentigny s'en va. OK? Et d'avoir la même chose dans la région de Québec. OK? C'est quoi le prochain gros projet de Bourgneuf? Les gens qui ont vu le Bourgneuf arriver, il y a 15 ans, 20 ans, les autres, ils sont excessivement bien positionnés. Les gens qui ont vu Lévis se positionner, Saint-Romuald, aujourd'hui, ils sont vraiment contents. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'est qu'il va y avoir des gros joueurs qui vont s'en aller dans les gros pointages où est-ce qu'il va y avoir énormément de densification. D'un autre côté, pour l'investisseur, lui, il va falloir qu'il soit plus créatif, qu'il sorte un peu des sentiers battus, mais qu'il soit quand même en ligne avec ce que les banques veulent. Je suis 100% d'accord avec toi parce que les investisseurs moyens auront pas le choix, puis je l'ai dit dans l'enseignement de la semaine passée, de commencer à parler des deuxième et troisième témoins. Parce que c'est là que sont les opportunités actuellement, puis c'est là qu'ils vont l'être pendant les prochaines années pour les investisseurs moyens. Maintenant, comment PMML va pouvoir accompagner ces gens-là dans le futur? Où est-ce que PMML s'en va? C'est quoi la vision de terrain PMML? En fait, tu vois, c'est une excellente question parce que maintenant qu'on a tout dit ça, PMML qui est une entreprise qui est focus sur ce que le client a besoin, a toujours été ça notre force. Maintenant, pour nous, c'est de la donnée. Puis comment qu'on va pouvoir utiliser les données pour pouvoir prédire et faire de l'analyse prédictive pour savoir où est-ce que ça en va la densification. Peut-être des gens ont déjà vu, on a déjà présenté ça sur Immobilier, on a au heat map qu'on appelle, où est-ce qu'on voit en ce moment. C'est exemple, une des données, on avait présenté ça à Toronto, au Real Estate Forum. PMML, Thierry Samlal avait présenté ça, où est-ce que on avait fait une map des permis de démolition. Fait que donc, à partir du puis c'est quelque chose qui est là, qui est public, OK? Mais PMML, on a récupéré tous les permis de démolition. Fait qu'en ce moment, puis là, tu le mets dans un heatmap. Une raison de mettre ça dans un heatmap, parce que tu veux voir où est-ce que les points rouges, c'est où ça se passe. Et ça, c'est une des façons, OK, qu'on peut voir. Parce que c'est pas juste d'acheter des terrains, c'est de repositionner des immeubles. Ça, énormément. Tu parlais de Sébastien Gariby tantôt. C'est un peu ce qu'il a fait au niveau exemple à Trois-Rivières. Ouais, c'est vraiment bien. Ensuite de ça, on va pouvoir, bien sûr, c'est un autre point aussi que les gens sous-estiment. Sophia, présentement, je sais pas combien de centaines de millions que tu as d'immeubles sous contrat. Je sais pas combien, je fais pas tous les stats par cœur des courtiers, mais en fait, je le sais, mais je veux pas le dire, OK, publiquement, mais tu as énormément de contrats. Tu fais énormément, présentement, d'offres d'achat. Tu es très actif. Fait qu'en tant que professionnel, quelqu'un qui, encore dans le terrain, en plus que moins, habituellement, un investisseur de terrain va faire des moves plus longs, OK? En fait, moins, mais c'est des gens, à un moment donné, qui vont faire ça sur le long terme. Mais quelqu'un qui est dans le terrain, qui est excessivement actif, va peut-être faire 3-4 transactions dans une année. Un courtier spécialisé de PMML, que ce soit dans le financement, que ce soit dans le transactionnel comme toi, va faire plus d'une 50aine de transactions. T'imagines-tu l'intelligence d'affaires qu'on a en ayant constamment, on sait exactement tel paramètre, telle banque. On t'a tout, en ce moment, tu as 50 exemples devant toi où est-ce que tu apprends d'un client, tu transfères l'information à 49 clients. OK? Donc, puis chaque client, tu fais ça. Fait que chaque client que tu fais affaire a l'information de 49 autres personnes qui sont indirectement. OK? Fait qu'à un moment donné, on développe une intelligence d'affaires. Fait que ça, je pense qu'au niveau professionnel, on peut aider. Fait que les données, le côté professionnel, puis bien sûr, l'influence qu'on va avoir à PMML. L'influence qu'on va avoir sur le marché est pas important. Je pense qu'on a une belle influence. Et à partir de là, mais je pense que si on rassemble le professionnalisme du courtier,
Ensuite de ça, d'aller chercher, bien sûr, tout ce qui est financement. Je ne peux pas en parler maintenant, mais PML travaille déjà pour avoir ses propres produits de financement qui vont aider les constructeurs, les bâtisseurs et ainsi de suite. Et puis je parle pas du courtage hypothécaire, là, je parle vraiment des propres produits. Fait qu'à ce moment-là, ce qui va être amené intéressant, c'est d'aller créer de la valeur un peu partout. Que PML continue, comme j'ai fait hier matin, où est-ce qu'il y avait une dizaine d'élus dans à la Chambre de commerce où j'ai donné mon panel, où est-ce que j'ai donné vraiment la vision des investisseurs, où est-ce que je peux continuer personnellement, Patrice Ménard, à influencer le marché. Et pas influencer dans le sens comme vous êtes tout croche, puis juste les constructeurs et les promoteurs qui ont raison. Vous avez raison, ils ont raison, comment qu'on peut arrimer ça ensemble. Fait que ça, c'est important pour PML. PML est un leader. On dit que PML est le leader québécois de l'immobilier commercial. Donc, pour moi, c'est important de continuer à garder cette influence-là. Donc, les données, pour avoir de l'information où est-ce que les gens peuvent prendre des décisions, parce que si tu contrôles l'information, tu es capable de bouger rapidement. 2, tu es capable, en parlant de contrôler l'information, d'influencer tout le monde. Tu es parti dans s'enligner dans une direction. Puis 3, quand il y a des professionnels comme toi, Sophia, qui sont focus sur le marché en temps réel. Parce que les normes de 6 mois, c'est pas les normes de maintenant. On le sait, là. 100%. Fait que c'est ça. Je pense que c'est comme ça que PME continue à créer de valeur. On a d'autres services qui s'en viennent, l'Ontario, des gens qui veulent traverser la rivière de l'Outaouais, passer de Gatineau à Ottawa. On travaille de le faire bientôt. Des grands constructeurs qui ont besoin de relations à Toronto. Au mois de décembre, on a une grosse rencontre avec on peut mettre la map sur le PMEL en Ontario, à Toronto. On fait ça justement au Real Estate Forum. Donc, je pense que PML va pouvoir aussi amener cette valeur-là. Il y a d'autres services qui vont sortir aussi du courtage immobilier et du courtage hypothécaire que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui vont pouvoir ajouter. Service conseil, entre autres, mais service conseil orienté vraiment sur les données où est-ce qu'on va pouvoir donner une bonne aperçu d'un portfolio de terrain, d'un propriétaire, portfolio d'immeuble, où est-ce qu'au niveau financement, de comment maximiser le financement, comment maximiser la valeur, et que le propriétaire puisse prendre des décisions à savoir ce qu'il lui-même veut maximiser, ou est-ce qu'il veut passer la balle à quelqu'un d'autre pour continuer à un prix qui est raisonnable, qui soit gagnant-gagnant, mais il faut aussi, quand tu vends un terrain qui n'est pas encore développé, il faut que tu sois conscient que l'autre a une grosse job à faire. Et si on est capable d'aller chercher ces données-là et d'éduquer le marché par rapport aux propriétaires, par rapport à leur valeur actuelle, s'ils font pas le développement, puis qu'on est capable, avec un bon profit quand même, de passer ça à un développeur, que lui va aller chercher tous les changements de zonage, si on est capable de vraiment aller chercher les données pour pouvoir donner réalistiquement, puis la grande majorité des propriétaires, quand on les chiffre devant eux, sont capables de prendre des décisions réalistes. Fait que c'est ça qu'on peut faire dans les prochaines années. 100%. Puis ça, moi, je pense que c'est ça la vision du terrain. La vision du terrain va être accompagnée principalement avec la donnée, Patrice. Parce que le monde du terrain a pas beaucoup évolué dans les années passées, justement à cause du ralentissement. Ralentissement à cause du manque de données. Moi, j'ai encore des collègues externes courtiers qui m'appellent parce qu'ils font des recherches sur des cartes. Ça, c'est fou, là. Puis on a encore des développeurs qui prennent des listes de voir tous les propriétaires. Puis c'est fou, mais PMML, avec la force actuellement qu'on a sur les outils qu'on a, sur les données qu'on maîtrise, c'est incroyable parce que c'est ça qui nous aide à mieux servir nos clients. Je te donne un exemple, Patrice. J'ai des clients qui m'appellent, puis ça, tu le sais, c'est notre force, qui appellent pour regarder, mettons, un terrain, puis ils donnent de l'information. Ils veulent de l'information plutôt. Tu es capable tout de suite de savoir s'il est en refinancement, puis s'il y a de l'équité qui s'en vient, puis tu es capable tout de suite de lui proposer le produit adéquat par rapport à ce qu'il a déjà comme actif. Ça, c'est une force qu'on a chez PMML, qu'il n'y a nulle part ailleurs, puis qui est hyper importante dans le milieu du terrain parce que tu veux pas appeler 100 courtiers pour trouver le produit que tu as besoin. Tu veux appeler directement à un seul endroit, trouver le produit que tu as besoin. Il faudrait que le courtier ait une certaine sophistication. Puis je pense que PMML, on est là, on est capable déjà de fournir cette spécification par rapport au client. J'ai un acheteur qui m'appelle, qui recherche un terrain de 30 à 50 logements dans un secteur précis. Ben, je sais exactement quel genre de construction qu'il a besoin. Quel genre de zonage il a besoin? Est-ce que c'est un gars qui fait du béton? Est-ce que c'est un gars qui fait du bois hydrique? Est-ce que c'est un gars qui fait du semi? Parce que je suis capable d'avoir les données sur son historique. Les données, OK, il y a deux façons que je vois les données. Et ça fait du chemin ce que tu viens de dire, Sophia.
Et la force de PML, où est-ce que j'ai une confiance que personne va être capable de nous suivre là-dessus, et je le dis avec humilité, mais certitude, OK? C'est la façon qu'on a positionné la compagnie, sans compter ce qui s'en vient, on va annoncer bientôt, au mois de janvier, avec le nouveau service qui s'en vient. La façon qu'on a positionné la compagnie présentement, il n'y a personne qui peut être proche. Si on prend les grandes entreprises de données au Québec, qui fournissent des données, que tu achètes des données, le souci qu'ils ont, c'est qu'ils ont une vue de 2D. Puis, il y a des actes de vente au registre foncier, ils ont des stats, ils ont des plans. Moi, j'appelle ça une vue 2D. Ils ont des noms, des investisseurs, des vendeurs, des acheteurs. La réalité de PMML, c'est qu'on amène une couche 3D là-dessus. Pourquoi? Parce que en ce moment, on est 160, environ 100 courtiers, OK, immobiliers, hypothécaires. Imagine la puissance que ça fait quand tu as 100 courtiers qui parlent à 10-15 personnes par jour. Donc, ça fait littéralement des milliers de conversations à tous les jours. Où est-ce qu'on file l'information? Bien sûr, il y a la confidentialité, là, il y a des paramètres super importants qui sont bien établis, comme tu le sais, là, j'étais assez de rigueur là-dessus. Mais c'est de l'information d'affaires. Où est-ce qu'on a accès? On sait c'est pas long d'appeler. Quand tu as 100 professionnels qui travaillent, ou tu as 10 professionnels qui travaillent dans un secteur, tu sais que c'est tout, là. C'est tout ce qui se passe. Fait qu'à partir du moment où nos fameux masterminds qu'on a à l'interne, tous les semaines, comme une horloge depuis 4 ans, sans arrêt, sans en avoir manqué un seul, à part entre Noël et jour de l'an. Donc, à un moment donné, c'est ça la vue 3D de PMML, où est-ce que peu importe qui achète des données dans le marché, il n'y aura jamais personne qui va avoir une centaine de personnes qui vont aller chercher et interpréter et voir cette information-là. Et ça, c'est très, 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 très puissant. Parce que, non pas seulement qu'il y a des fois des données qui sont pas disponibles, mais des fois, il y a des données où des transactions se font en privé, mais c'est PML qui finance. En dépersonnalisant, je le dis bien, en dépersonnalisant les données, on est capable d'avoir des ratios quand même. OK? Et ça, c'est puissant, là. Je vous le dis, je fais que ça, c'est quelque chose où j'ai une énorme confiance par rapport à la qualité d'information qu'on va être capable de donner aux clients. Puis, encore là, de toujours rester en focus par rapport à ce que le client a besoin. C'est quoi que le développeur a besoin en ce moment, là? Peu importe ce que je pense, moi, c'est un gars qui peut partir sur des visions incroyables grâce à ma curiosité. Mais il faut que je reste connecté par rapport à ce que demain matin, toi, Sophia, il va t'aider à faire des transactions. Puis qu'est-ce qui va t'aider à faire des transactions? C'est comment qu'on va aider les clients. C'est là qu'il faut, comment que le développeur de terrain, à ce moment, comment qu'on peut vraiment l'aider. Puis, je pense que la donnée, ça reste quelque chose de hyper important parce que avec le nombre de données qu'on a, puis la puissance qu'on a, c'est qu'on va être capable de déterminer les secteurs émergents. On va être capable de les comprendre. Et quand on comprend et qu'on est capable de déterminer les secteurs émergents, ben on vient tout de suite d'alimenter le besoin du client et on est capable de l'aider. Moi, j'aimerais savoir, pour finir, Patrice, c'est quoi les meilleures recommandations que tu aurais pour les développeurs de terrain et les constructeurs? En tant que leader aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, tu es quelqu'un de très présent et tu es quelqu'un qui est présent, que ce soit dans le terrain, dans le multilogement, dans l'industriel, dans le commercial. Le terrain englobe un petit peu tous ces différents types d'actifs parce qu'il y a du terrain pour du multilogement, des industriels, etc. C'est quoi tes recommandations pour les développeurs et les constructeurs de demain? C'est de vraiment s'enligner. Puis je me répète, mais c'est vraiment ça ma recommandation. De s'enligner par rapport aux besoins du plus grand partenaire d'un investisseur immobilier qui est la banque. Ensuite, tu as un deuxième partenaire qui est de plus en plus important, qui est les villes. Fait que d'aller comprendre, de voir ce que les villes veulent, ce qui va se passer. Puis de comprendre, puis de pas oublier que l'immobilier est c'est très physique. Puis on est tellement dans le 2D en ce moment. Personnellement, là, je pense, on va faire un beau petit reel avec ça si tu veux. Allez louer un hélicoptère demain matin. Prenez un hélicoptère, ça va vous coûter quelques centaines de dollars, là. Puis allez faire le tour de votre secteur en hélicoptère. Essayez de comprendre, de voir c'est quoi qui se passe, de voir une vue un peu 3D, où est-ce que vous allez comprendre un peu, il y a certains patterns physiques qui ne manquent pas. Par la suite, un coup d'identifier ça, d'essayer de comprendre la vision des municipalités pour cet emplacement-là.
Ensuite, écoute, de rassembler tout ça, de faire un beau package avec un courtier hypothécaire de PMML pour pouvoir aller financer les projets. Puis bien sûr, de t'accompagner quelqu'un comme toi, Sophia, pour pouvoir transiger ces terrains-là. Parce que tu vois tout ça. Dans ce moment, je ne fais pas nommer de nom, faire du name dropping ici, mais les personnes en ce moment que tu deals littéralement avec les plus gros joueurs au Québec. Okay? Et quand on pensait aux plus gros joueurs du Québec, littéralement, en ce moment, tu es en contrat avec eux. Et à partir du moment que tu développes cette expertise-là, je pense que de bien s'entourer. Mais je reviens à la base, d'avoir une vue 3D, c'est-à-dire de bien comprendre le schéma physique, OK, de l'immobilier. Ensuite de ça, de bien comprendre les paramètres de financement, bien comprendre les paramètres des municipalités. Et ensuite, un coup de tout ça, de construire ce que le client va avoir besoin en bout de ligne, celui qui paye le loyer, celui qui achète. 100% d'accord avec toi. C'est un très beau résumé parce qu'on peut toucher vraiment à tous les acteurs du marché immobilier. C'est passé de l'investisseur à la municipalité, au locataire, à la banque qui finance. Tout ça, c'est un tout. Puis je pense que le terrain, c'est tellement vaste, Patrice. C'est un monde où est-ce qu'on a besoin d'avoir une intelligence émotionnelle au-dessus des chiffres. Les chiffres, c'est bon. C'est ça qu'on a besoin pour avoir des résultats. Et je sais comment c'est difficile de lever des fonds dans le terrain parce qu'on a des investisseurs passifs qui attendent des résultats rapidement. Et je sais comment on a plus de pression en faisant des développements et en faisant naître des projets sur des terrains. Mais je pense que il y a un point qui est très important dans tout ça, c'est de comprendre tous ces paramètres, de les mettre ensemble. Si tu es capable de faire ça, je pense qu'il n'y a aucun mauvais projet parce que il y a de la place pour tout le monde. Il y a des besoins pour tout le monde. On est une population qui grandit. On a reçu plus de 1 million de migrants dans les 18 derniers mois au Québec. C'est incroyable. On a besoin de fournir des services essentiels à ces gens-là. On a besoin de loger ces gens-là. On a besoin de leur fournir des emplois. Les emplois, c'est pas tout dehors. Fait que tout ça fait en sorte que on a un besoin grandissant d'une population actuellement au Québec qui est de tous les services. Et je pense que le Québec s'en va vers une nouvelle ère. Et je la vois très positive. Moi, je suis très positive pour les 10 prochaines années. Et moi, mon engagement envers les développeurs et les constructeurs, c'est de rester continuellement dans le feu de l'action. Parce que moi, en tant que courtier, si je suis sur le terrain, je vais être en mesure de pouvoir fournir les meilleurs services possibles pour ces gens-là et de leur ramener les bonnes informations. Je te donne un exemple simple pour Claude. Mais j'aime aussi l'exemple, être sur le terrain pour vendre des terrains. Parfait, ça. C'est ça. Mais je donne un exemple simple où est-ce que le courtier a besoin d'être présent puis d'être présent physiquement dans des événements, de rencontrer des gens, de parler à des gens. J'ai actuellement un défi où est-ce qu'on a besoin d'identifier la capacité électrique d'un site. On a eu énormément de difficultés pour le faire. Hier, simple conversation entre deux petites pauses dans un panel, je rencontre un directeur du développement qui s'occupe de ça chez Hydro-Québec. J'ai eu mes réponses en 2 minutes. J'ai eu les contacts où est-ce que mes clients vont pouvoir bénéficier rapidement au lieu de passer au travers d'un processus. On en a parlé tantôt, des processus qui sont très longs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une clé aussi dans le terrain, c'est d'avoir des relations, de connaître du monde, d'être présent, puis de pouvoir communiquer. Sortez de votre zone de confort. Investisseurs, développeurs, vendeurs, sortez de votre zone de confort, puis allez vers les gens. Je pense que moi, c'est la clé que je vois dans le terrain, dans le développement. Parce que le développement, ça se fait pas tout seul derrière un écran. Ça se fait avec du monde. Et pour pouvoir aller vers le monde, ben il faut sortir de sa zone de confort. C'est là qu'on va trouver les bons partenaires, les bons outils, les bons professionnels. Puis toutes les invités qu'on a reçus dans le podcast l'ont dit, Patrice, entourez-vous de professionnels. C'est ça la clé aussi. Fait que je pense qu'on a eu une super belle entrevue aujourd'hui, Patrice. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Merci, Sophia. Merci de l'opportunité. Puis, je suis super fier de ce que tu es en train de bâtir, ce que tu es en train de faire, de contribuer à la communauté, vraiment à des investisseurs de terrain, mais aussi à tout ce que tu fais pour PMML, ton implication, ton leadership. Fait que c'est là-dessus, je veux finir. Je veux rendre bravo. Puis là, tu sais, on est aujourd'hui, on est à notre podcast, mais je sais que tu l'as fait, je sais pas combien depuis le début. Quel épisode vous êtes rendu? 22 aujourd'hui. 22. Fait que t'attends que tu m'invites. Je suis content. On a gardé le meilleur pour la fin. OK, c'est ça, c'est la bonne réponse. Mais, blague à part,
Je suis super fier de ce que tu es en train de développer comme leadership. Puis je pense que merci encore une fois à Réseau Tout Terrain, à toute l'organisation pour te supporter là-dedans, puis d'embarquer avec tout ça. Ce projet, c'est quand même beaucoup de travail. Fait que, bravo. Merci à tous les investisseurs, puis on va faire des belles transactions tout le monde ensemble. 100%. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode. Donc, on va pouvoir parler avec un architecte, un spécialiste dans le développement qui visionne avec les investisseurs et le développement de leur projet. Donc, je vous dis à la prochaine.